Célia restait assise, immobile, serrant entre ses mains le bord de son fin châle de laine, et contemplait les silhouettes sous l'eau floute des arbres à travers la vitre de la voiture. Le vent courbait les branches jusqu'au sol, arrachant les dernières feuilles, et il semblait que la nature elle-même pleurait son destin. En face d'elle, son père se balançait au rythme du véhicule. Sir Thomas Fairchild, un baronnet sans le sou et doté d'une réputation que l'on aurait pu qualifier de douteuse s'il en avait eu une. Il somnolait, le dos appuyé contre la garniture usée du siège, et ronflait de temps à autre. Célia savait qu'il avait bu avant même leur départ. Elle sentait l'odeur du porto qui imprégnait sa redingote. « Tu devrais être reconnaissante », lui avait-il dit la veille au soir, alors qu'elle tentait de protester. Le marquis d'Ashton est l'un des hommes les plus riches d'Angleterre. Tu vivras dans le luxe. Tu deviendras marquise. Elle n'avait pas répondu. Que pouvait-on dire? Qu'elle avait 18 ans et lui plus de 60. Qu'elle n'avait jamais vu son visage, mais seulement entendu son père vanter sa fortune. Qu'elle avait peur. Mais la peur est un luxe que la fille d'un baronnet ruiné ne pouvait se permettre. La voiture quitta la route principale et un haut portail de pierre apparut à travers le rideau de pluie. Célia se redressa. Le domaine d'Ashton Hall, elle en avait entendu parler. Un ancien manoir ancestral, érigé dans le comté de Kent depuis 3 siècles. On disait qu'il y faisait froid même en été, que les couloirs s'étendaient à l'infini, que la précédente marquise y était morte de phtisie. Le portail s'ouvrit sans un bruit, et la voiture s'engagea sur une longue allée bordée de chênes. La pluie redoubla d'intensité. Célia distingua les contours de la demeure. Massive, austère, avec de hautes fenêtres où ne brillait aucune lumière. La pierre grise était noircie par le temps et l'humidité. Des tourelles couvertes de lierre. Un toit qui se perdait dans les nuages bas. La maison n'accueillait pas. Elle observait. La voiture s'arrêta devant un large perron. La porte s'ouvrit et un majordome apparut sur le seuil. Un homme grand et décharné, au visage comme taillé dans la même pierre que les murs du manoir. « Lady Célia Fairchild » demanda-t-il d'une voix neutre, sans la moindre trace de chaleur. « Oui » répondit-elle en se levant. Ses jambes lui obéissaient à peine. « Bienvenue à Ashton Hall. Je suis M. Garwood, le majordome. Le marquis vous attend dans la bibliothèque. » Son père était déjà descendu de voiture et époussetait les pans de sa redingote. Il s'avança, mais le majordome l'arrêta d'un regard. « Sir Thomas, des appartements ont été préparés pour vous dans l'aile est. Veuillez suivre la servante. » Le marquis a souhaité rencontrer Lady Célia seule. Son père hocha la tête, sans même un regard pour sa fille. Célia se retrouva seule. Elle entra dans la maison. Le hall l'accueillit dans une fraîcheur et une pénombre saisissantes. De osselines au plafond, des boiseries sombres, des portraits d'ancêtres dans de lourds cadres dorés. Les candélabres aux murs éclairaient à peine l'espace. Au loin, une horloge égrenait les secondes. Le majordome se déplaçait sans un bruit, et Célia le suivit, s'efforçant de ne pas penser à ce qui l'attendait. Sa robe de mousseline d'un bleu pâle, avec sa taille empire et ses manches bouffantes, bruissait à chacun de ses pas. Sa mère l'avait choisie avant de mourir, 3 ans plus tôt. « Tu seras une mariée magnifique », lui avait-elle murmuré alors, et Célia croyait qu'elle se marierait par amour. Mais l'amour n'existe que dans les contes de fées. Le majordome s'arrêta devant une porte massive, garnie de cuir. « Je vous en prie, milady. » Il poussa la porte et Célia entra. La bibliothèque était immense. Des étagères couraient du sol au plafond, chargées de livres aux reliures de cuir. Un feu crépitait vivement dans la cheminée, mais sa chaleur semblait incapable de vaincre l'humidité ambiante. Près de la fenêtre, un homme se tenait debout, le dos tourné. « Milord » appela doucement Célia. Il se retourna. La première chose qu'elle remarqua fut son âge. Charles Ashton était vieux, des cheveux grisonnants, peignés en arrière, un visage sillonné de rides, des yeux, autrefois sans doute vifs, maintenant larmoyants
et fatigué. Il s'appuyait sur une canne, et sa main tremblait. « Lady Celia », dit-il d'une voix étonnamment ferme. « Enfin, approchez, laissez-moi vous contempler. » Elle s'approcha. Il l'étudia longuement, en silence, et elle sentit le rouge lui monter aux joues sous son regard. « Belle, dit-il enfin, très belle. Votre père n'a pas exagéré. Vous serez l'ornement de cette maison. Un ornement, pas une épouse, pas une compagne. Un ornement. »« Je vous remercie, milord, » dit Célia en baissant les yeux. « Le mariage aura lieu dans 3 jours, » poursuivit le marquis. « Dans la chapelle du domaine. Il y aura peu d'invités. Je n'aime pas le faste. Après la cérémonie, vous vivrez ici. Vous aurez vos propres appartements. Je ne vous importunerai pas de ma présence plus que nécessaire. » Elle leva les yeux. Il y avait quelque chose d'étrange dans ses paroles. Pas de la cruauté, de l'indifférence. « Je m'efforcerai d'être une bonne épouse, milord. »« Une bonne épouse » ricana-t-il. « Vous serez la marquise d'Ashton. Cela suffit. Maintenant, allez. Reposez-vous de votre voyage. Le dîner sera servi dans vos appartements. » Elle sortit, le cœur battant à tout rompre. Le majordome l'attendait déjà derrière la porte. Ses chambres se trouvaient dans l'aile ouest, au premier étage. Spacieuse, meublée dans des tons sombres. Velours bordeaux, lourds rideaux, un lit à baldaquin. Sur la coiffeuse, un vase de roses avait été posé, mais même elles semblaient étrangères en ce lieu. Une servante l'aida à se changer. Célia enfila une robe d'intérieur en mousseline rose pâle, à taille haute et manches longues. On lui défit sa coiffure, et ses cheveux tombèrent en cascade sur ses épaules. Le dîner fut apporté sur un plateau. Poulet rôti aux herbes, pommes de terre au romarin, salade de feuilles fraîches arrosées de vinaigre et d'huile d'olive, un gâteau à la crème, un verre de vin blanc. Célia mangea machinalement, sans sentir le goût des aliments. Puis elle s'approcha de la fenêtre. La pluie avait cessé, mais le ciel restait couleur de plomb. En contrebas s'étendait un jardin, à l'abandon, envahi par la végétation. Des allées couvertes de mousse. Une fontaine qui ne fonctionnait plus depuis longtemps. Et au loin, à l'orée du jardin, elle aperçut une silhouette. Un homme se tenait sous un vieux chêne, immobile, les bras croisés sur la poitrine. Une redingote sombre, des cheveux sombres. Même à distance, elle sentait sa tension. « Qui est-ce ci » demanda-t-elle à la servante. La jeune fille regarda par la fenêtre et pâlit. « C'est Monsieur Alexander, milady, le neveu du marquis. »« Le neveu ?»« Oui, il est l'héritier. Quand le marquis mourra, tout lui reviendra. » La servante se tut, visiblement peu désireuse de continuer. « Qu'a-t-il » insista Célia. « Il n'est pas comme les autres, milady. Sombre, taciturne. Il ne parle presque jamais. Il vit ici, mais se montre rarement. Le marquis et lui, ils ne s'entendent pas. » Célia regarda de nouveau en bas. Alexander se tenait toujours sous l'arbre. Soudain, il leva la tête. Leurs regards se croisèrent. Même à travers la distance, elle vit ses yeux. Sombres, froids, remplis de quelque chose qu'elle ne parvenait pas à comprendre. Puis il tourna les talons et disparut dans l'ombre du jardin. Célia s'éloigna de la fenêtre, en proie à une étrange inquiétude. Les 2 jours suivants se passèrent en préparatifs. Célia ne vit presque pas le marquis. Il n'apparaissait qu'au dîner, dans le salon, où il s'asseyait dans un silence pesant. Il buvait du brandy, elle du thé. La conversation ne prenait pas. Il l'interrogeait sur son éducation, sa mère, la musique. Elle répondait brièvement, poliment. Alexander, elle ne le croisa pas du tout. Mais elle sentait sa présence. Un matin, en se promenant dans le jardin, elle se retourna et vit sa silhouette à une fenêtre du premier étage. Il était là, à la regarder. Quand leurs yeux se rencontrèrent, il ne se détourna pas. Il se contenta de la fixer, longuement, intensément. Puis les rideaux
furent d'assaut tirés. Le soir, au dîner, elle demanda au marquis « Milord, votre neveu ne se joindra-t-il pas à nous ?» Charles fit une grimace. « Alexander dîne rarement en société. Il a ses propres habitudes. Il vit ici ?»« Oui, dans l'aile nord. Le marquis but une gorgée de brandy. Il aide mon héritier. Mais cela n'en fait pas une compagnie agréable. Vous ne vous entendez pas ? Nous nous tolérons, Lady Celia. On ne peut guère attendre plus de la famille. » Elle n'insista pas, mais cette même nuit, incapable de trouver le sommeil, elle quitta ses appartements. La maison dormait. Les couloirs n'étaient éclairés que par la lumière de la lune qui filtrait à travers les hautes fenêtres. Celia marchait lentement, pieds nus, enveloppée dans son châle. Elle ne savait pas où elle allait. Elle marchait, tout simplement. Et soudain, elle entendit un son, de la musique, douce, mélancolique, un piano. Elle tourna au coin d'un couloir et vit une porte entr'ouverte. La lumière de l'intérieur dessinait une fine bande sur le sol. Celia s'approcha. Elle jeta un coup d'œil. Dans un petit salon, assis au piano, se trouvait Alexander. Il jouait sans regarder les touches. La mélodie était ancienne, lente, pleine de mélancolie. Ses doigts se déplaçaient avec assurance, et Celia s'immobilisa, fascinée. Il était beau. Il n'y s'y avait pas d'autre mot. Des cheveux sombres, légèrement en désordre, tombaillant sur son front. Des traits nettes, ciselées, des mains fortes, de larges épaules sous une chemise blanche. Il ne portait ni redingote ni cravate. Une allure négligée, libre. Et il y avait quelque chose d'attirant dans cette négligence. La mélodie s'interrompit. « Il n'est pas bien d'écouter aux portes, » dit-il sans se retourner. Celia sursauta. « Je vous demande pardon. Je ne voulais pas, mais vous le vouliez, » dit-il en se tournant. Ses yeux étaient d'un gris sombre, presque noir dans la pénombre. Sinon, vous ne seriez pas resté sur le seuil. Elle rougit. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai entendu la musique. Et vous avez décidé de découvrir qui jouait à 3 heures du matin? Oui. Il eut un sourire narquois, froid. La curiosité est un trait dangereux, Lady Celia. Comment connaissez-vous mon nom? Tout le monde dans cette maison connaît votre nom. Vous êtes la fiancée du marquis, la future maîtresse d'Ashton Hall. Il y avait de la moquerie dans sa voix. Celia se redressa. Je n'ai pas choisi ce destin. Personne ne choisit, dit-il en se levant. Grand, plus grand qu'elle ne l'avait pensé. Mais tout le monde le porte. Ils se regardèrent. Le silence était lourd, presque palpable. « Pardonnez-moi de vous avoir dérangé », dit enfin Celia en se tournant pour partir. Lady Celia. Elle s'arrêta. « Demain, vous épouserez un vieil homme qui ne voit en vous qu'un ornement pour sa collection. Êtes-vous prête à cela ?» Elle se retourna. Il se tenait là, les bras croisés, la regardant avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Ou du mépris. Je n'ai pas le choix, monsieur Ashton. On a toujours le choix. C'est facile à dire quand on a tout. Je n'ai rien, dit-il à voix basse. Hormis un nom que je hais et une maison qui m'étouffe. Celia ne sut que répondre. Elle sortit, referma la porte derrière elle et regagna ses appartements presque en courant. Son cœur battait comme si elle venait d'échapper à un danger. Mais était-ce bien un danger? Ou quelque chose de tout à fait différent? Le matin du mariage commença dans le silence. Celia se réveilla tôt, alors que l'aube grisait encore le ciel. Elle resta immobile, le regard fixé sur le baldaquin au-dessus de son lit, essayant de se forcer à ressentir quelque chose. De l'excitation, de la joie, même de la peur. Mais à l'intérieur, il n'y avait que du vide, gris, froid, comme les pierres de cette maison. La servante entra avec un plateau, l'odeur des brioches fraîches, du beurre,
du miel. La théière fumait. Célia se força à manger un peu. Un morceau de toast à la confiture de fraises, une gorgée de thé au lait. La nourriture n'avait aucun goût. « Milady !» appela doucement la servante en étalant la robe sur un fauteuil. « Il est temps de se préparer. » Célia se leva. On la conduisit à la coiffeuse, on l'assit, on commença à la coiffer. Ses cheveux furent relevés en un chignon haut, laissant quelques boucles encadrer son visage. Aucun bijou, seulement un simple collier de perles à son cou, un cadeau de sa mère. Le marquis avait envoyé un diadème serti de diamants, mais Célia avait refusé de le porter. Trop lourd, trop étranger. La robe était en mousseline blanche, fine, presque transparente, avec une taille empire soulignée d'un ruban de satin ivoire. Les manches étaient longues, bouffantes aux épaules et resserrées aux poignets. Une traîne glissait sur le sol. On jeta sur ses épaules un fin châle de dentelle. Sur sa tête, on posa un chapeau à voilette, simple mais élégant. « Vous êtes magnifique, milady », murmura la servante, les larmes aux yeux. Célia regarda son reflet. La jeune femme dans le miroir était pâle, avec des yeux immenses. Une mariée, mais pas sa mariée. À 10 heures, on vint la chercher. Son père l'attendait en bas de l'escalier, dans une redingote de cérémonie en drap bleu foncé, avec un col haut et des boutons dorés. Ses cheveux étaient peignés en arrière, sa moustache taillée. Il était sobre, un événement rare. « Es-tu prête ?» demanda-t-il. « Non, » répondit doucement Célia. « Mais cela n'a pas d'importance, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas, il lui offrit simplement son bras. Ils sortirent de la maison. La journée était claire, mais froide. Le vent arrachait les dernières feuilles des arbres et les chassait le long des allées. La chapelle se trouvait à l'extrémité du domaine, derrière le vieux jardin. Un petit bâtiment en pierre avec des fenêtres étroites et un toit pointu. Autour, un cimetière envahi par l'herbe, avec des pierres tombales inclinées. Le lieu où reposaient des générations d'Ashton. Son père ouvrit la lourde porte en chêne. À l'intérieur flottait une odeur d'encens, d'humidité et de vieux micelles. Des bougies brûlaient sur l'autel. Les bancs étaient vides. Il n'y avait presque pas d'invités. Le marquis se tenait près de l'autel, appuyé sur sa canne. À côté de lui, le vicaire, un prêtre, âgé en surplis blanc, et 2 autres témoins, le majordome Garwood et la gouvernante, dont Célia n'avait pas retenu le nom. Personne d'autre. Célia remonta lentement l'allée. Ses talons claquaient sur le sol en pierre, l'écho résonnant sous les hautes voûtes. Elle ne regardait pas le marquis. Elle ne regardait personne. Elle marchait, simplement. Et c'est alors qu'elle le vit. Alexander se tenait dans un coin reculé, près d'une colonne, presque dissimulée par l'ombre. Redingote de laine sombre, gilet noir, chemise blanche à col haut, les bras croisés sur la poitrine, le visage impénétrable. Mais son regard, il la regardait comme s'il voyait à travers elle, comme s'il connaissait chacune de ses pensées. Célia trébucha. Son père la retint par le coude. « Pas maintenant », siffla-t-il. Elle se redressa et atteignit l'autel. Son père plaça sa main dans celle du marquis. Le vieil homme serra ses doigts, faiblement mais de manière possessive. Le vicaire ouvrit son missel, la cérémonie commença. La voix du prêtre bourdonnait dans le vide de la chapelle, prononçant des mots que Célia entendait à peine. Les serments de fidélité, jusqu'à la mort, dans la maladie et la santé. Elle répondait machinalement, d'une voix à peine audible. Le marquis parlait plus fort, avec fermeté. Il lui passa une bague au doigt, en or lourde, avec une gravure à l'intérieur. Elle ne regarda pas ce qui y était écrit. « Je vous déclare mari et femme », prononça le vicaire. « Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Le marquis se pencha et l'embrassa brièvement sur les lèvres. Des lèvres sèches, froides. Un baiser sans sentiment. C'était fini. Ils sortirent de la chapelle. Le soleil l'éblouit.
Le vent agitait sa voilette. Le marquis la conduisit à une voiture décorée de rubans et de fleurs, absurdement festif dans la grisaille de la journée. Célia se retourna. Alexander se tenait sur le seuil de la chapelle. Il la regardait, et dans ses yeux, il y avait quelque chose. De la colère, de la pitié. Elle n'eut pas le temps de comprendre. Il tourna les talons et se dirigea vers la maison, sans un regard en arrière. Quelque chose se serra en elle. Le déjeuner de noces fut servi dans la grande salle à manger. Une longue table en chêne sombre, couverte de plats, du veau froid coupé en fines tranches, du jambon glacé au miel et à la moutarde, une tourte aux pigeons à la croûte dorée et croustillante, des homards sur un lit de glace, des huîtres, du pain frais, blanc et de seigle, du beurre, du fromage, des cornichons marinés, des salades de feuilles fraîches arrosées de vinaigre de vin. Pour le dessert, un biscuit à la crème, une gelée de fruits, des confiseries à la pâte d'amande, du champagne dans de hautes flûtes, du vin blanc, du porto. Célia était assise à côté de son mari, et tentait de manger. Son père buvait du champagne, louant bruyamment la cuisine du marquis. Le majordome et la gouvernante étaient assis un peu plus loin, guindés et silencieux. Le vicaire avait décliné l'invitation à rester, prétextant un service. Alexander n'était pas. « Lapnou, êtes-vous satisfaite, ma chère ?» demanda le marquis en coupant un morceau de veau. « Oui, milord, » mentit Célia. « Parfait. Ce soir, nous aurons un dîner en petit comité. Quelques voisins. Je veux vous présenter à la société locale. Il but une gorgée de vin. Vous devrez être impeccable. Vous êtes ma femme, ma marquise. » Encore ce mot. Une possession. « Bien sûr, milord. » Le déjeuner s'éternisa. Enfin, son père se leva. Il était temps pour lui de partir. Il prit congé du marquis, fit un signe de tête à sa fille et s'en alla. Célia le suivit du regard, sentant le dernier lien avec sa vie d'avant se rompre. Le marquis se retira dans son cabinet. Célia resta seule. Elle erra dans la maison, ne sachant que faire. Les couloirs semblaient encore plus longs qu'auparavant. Les portraits la regardaient avec reproche. L'horloge continuait son tic-tac. Une servante lui proposa de l'aider à se changer, et Célia accepta, reconnaissante de la moindre occupation. Dans ses appartements, elle troqua sa robe de mariée contre une robe de jour en mousseline vert pâle, à taille haute et manches longues garnies de dentelle. Elle jeta sur ses épaules un chaud châle de cachemire. On lui défit sa coiffure, ne laissant que quelques épingles. Elle se regarda dans le miroir. La même jeune femme, mais désormais mariée. L'alliance à son doigt semblait étrangère, lourde. Elle tenta de l'enlever, mais elle était bien ajustée. Incapable de rester entre quatre murs, Célia sortit dans le jardin. La journée déclinait. Le soleil se cachait derrière les nuages. L'air était frais, sentant la terre humide et les feuilles mortes. Elle marchait lentement, le long des allées envahies par la végétation, passant devant la fontaine qui ne fonctionnait plus depuis des années. Une statue de nymphe couverte de mousse était figée dans une danse éternelle. « Félicitations pour votre mariage, Lady Célia. Ou devrais-je maintenant vous appeler Marquise d'Ashton ?» Elle sursauta et se retourna. Alexander se tenait derrière elle, à quelques pas. Il avait échangé sa redingote de cérémonie contre une tenue plus simple, en tweed marron. Sa chemise blanche était déboutonnée au col, ses cheveux étaient ébouriffés par le vent. Il tenait à la main un livre qu'il lisait manifestement quelque part dans le jardin. « Monsieur Ashton, » dit-elle en essayant de sourire, sans succès. « Vous m'avez fait peur. » « Ce n'était pas mon intention. » Il s'approcha. « Vous semblez différente de ce matin. » Différente, moins semblable à une victime. Célia fronça les sourcils. « Je ne suis pas une victime. » « Non. » Il y eut un sourire narquois. « On vous a marié à un vieil homme qui a 2 fois l'âge de votre père. Vous l'avez épousé pour l'argent. Cela ne fait pas de vous une victime. Vous ne connaissez pas mes raisons.
répondit-elle froidement. Je les connais, dit-il en s'approchant encore. Votre père est ruiné. Vous n'aviez nulle part où aller. Vous avez échangé votre liberté contre la sécurité. C'est une vieille histoire. Et quel mal y a-t-il à cela? Aurais-je dû refuser et mourir dans la misère? Vous auriez dû vous battre. C'est facile à dire quand on a tout, dit-elle en serrant les poings. Vous êtes l'héritier. Vous n'avez pas besoin de vous vendre pour survivre. Il se tut. Quelque chose traversa son regard, de la douleur. Mais il la dissimula rapidement derrière un masque d'indifférence. Vous avez raison, dit-il doucement. Je n'en ai pas besoin. Mais cela ne signifie pas que je suis libre. Il se tenait près, trop près. Célia sentait la chaleur de son corps, entendait sa respiration. Quelque chose s'éveilla en elle, un sentiment étrange, inconnu. « Pourquoi êtes-vous venu au mariage ?» demanda-t-elle soudain. « Vous n'approuvez manifestement pas cette union. »« Je ne l'approuve pas, » consentit-il. « Mais je devais être présent. C'est un devoir familial. » « Un devoir, répéta-t-elle amèrement. Nous sommes tous ici par devoir. » « Non, dit-il en secouant la tête. Pas tous. » Il la regarda longuement, intensément, et Célia ne put détacher son regard. Quelque chose se passait entre eux, d'invisible, d'inexplicable. Une attraction a coupé le souffle. « Je dois y aller, » souffla-t-elle en reculant. « Il y a un dîner ce soir, des invités. Je dois être impeccable. »« Vous l'êtes déjà, » dit-il doucement. Elle s'immobilisa. Leurs regards se croisèrent de nouveau. Et à cet instant, Célia comprit que c'était dangereux. Il était dangereux, non pas parce qu'il lui voulait du mal, mais parce qu'à ses côtés, elle se sentait vivante. Pour la première fois depuis des années. Elle tourna les talons et se dirigea presque en courant vers la maison, sans se retourner. Son cœur battait comme si elle venait d'échapper à quelque chose de terrible, ou de désirable. Le soir, les invités commencèrent à arriver à Ashton Hall, une dizaine de personnes, tout au plus, des propriétaires terriens voisins et leurs épouses. Le châtelain local, une comtesse douairière du domaine voisin. Ils se réunirent dans le salon, décoré pour l'occasion de fleurs fraîches et de candélabres allumés. La cheminée flamboyait, chassant l'humidité. Célia fit son apparition dans une robe de soie bleu nuit, à taille et empire bordée d'un galon d'argent. Les manches courtes et bouffantes découvraient tes hanches et ses épaules, sur lesquelles était jeté un fin châle. Ses cheveux étaient relevés en un chignon haut, orné d'épingles à perles, un collier de diamants à son cou, un cadeau de son mari qu'elle n'avait pu refuser. Le marquis la présentait à ses invités. « Et mon épouse, Lady Celia Ashton, marquise d'Ashton. » Il souriait, s'inclinait, lui faisait des compliments. Mais dans leurs regards, elle lisait de la curiosité et parfois de la pitié. Ils savaient, tous savaient ce qu'était ce mariage. Le dîner fut servi dans la salle à manger. La table croulait sous les mets. Canard rôti à la sauce à l'orange. Gigot d'agneau au romarin. Poisson cuit aux herbes. Tourteaux à la viande et aux légumes. Asperges arrosées de beurre. Pommes de terre farcies et au fromage. Pour le dessert, des gâteaux à la crème, un trifle aux fruits, des violettes cristallisées. Vin rouge, vin blanc, Porto. Une abondance qui frisait le gaspillage. Célia était assise à la droite du marquis. À sa gauche, le châtelain, un homme bavard et affable. En face, la comtesse douairière, à la langue acérée et à l'esprit observateur. « Comment trouvez-vous Ashton Hall, ma chère ?» demanda la comtesse en coupant délicatement un morceau de canard. « Impressionnant, » répondit Célia. « Très majestueux. »« Majestueux et sombre, » ricana la comtesse. « Cette maison a toujours été ainsi, surtout après la mort de la précédente marquise. » Célia se tendit. La précédente marquise. L'épouse de Lord Charles. Elle est morte il y a 10 ans. De Phtisie.
La comtesse baissa la voix. On dit qu'elle était malheureuse ici. Cette maison, elle n'est pas faite pour les âmes faibles. Le marquis interrompit la conversation en posant une question à la comtesse sur son domaine. Célia se renversa sur le dossier de sa chaise, sentant un froid l'envahir. Malheureuse, morte, âme faible. Était-ce là son avenir? Soudain, la porte de la salle à manger s'ouvrit. Tous se retournèrent. Alexander entra. Il portait une redingote gris foncé, un gilet noir et une chemise blanche à col haut nouée d'une cravate grise. Ses cheveux étaient peignés en arrière. Son visage était impassible. Il salua les invités d'un signe de tête et prit place au bout de la table, sans s'excuser de son retard. « Alexander » dit le marquis, la voix teintée d'irritation. « Quelle amabilité de ta part de te joindre à nous. »« J'étais occupé, mon oncle, » répondit calmement Alexander. « Il est toujours occupé, » marmonna le marquis, avant de se replonger dans son assiette. Célia ne pouvait détacher son regard d'Alexander. Il mangeait en silence, ne participant pas aux conversations. Mais elle sentait parfois son regard se poser sur elle. Un regard lourd, intense. Et à chaque fois, son cœur manquait un battement. « Monsieur Alexander » s'adressa à lui la comtesse. « J'ai entendu dire que vous passiez beaucoup de temps à Londres. Qu'est-ce qui vous y attire ?»« Des affaires, » répondit-il sèchement. « Des affaires, » répéta la comtesse. « De quelle nature ?»« Personnelle. » Un silence se fit. La comtesse sourit. « Vous avez toujours été mystérieux, mon cher. Mais les mystères finissent toujours par être percés à jour. » Alexander ne répondit pas. Il leva son verre de vin et but sans quitter Célia des yeux. Elle rougit et baissa le regard. Le dîner s'acheva tard. Les invités regagnèrent leur voiture, louant l'hospitalité du marquis. Célia les raccompagna jusqu'au hall, souriant jusqu'à en avoir mal aux joues. Quand la dernière voiture fut partie, le marquis se tourna vers elle. « Vous vous en êtes bien sortie, ma chère. Je suis satisfait. » Il lui baisa la main. « Et maintenant, je me retire. J'ai mal à la tête. Bonne nuit. » Il s'éloigna en s'appuyant sur sa canne. Célia resta seule dans le hall à moitié sombre. Les bougies se consumaient. La maison sombrait dans le silence. « Il est toujours comme ça », retentit une voix dans son dos. Elle se retourna. Alexander se tenait près de l'escalier, les mains dans les poches. Que voulez-vous dire? Froid. Distant. Il n'aime pas les gens. Il aime les posséder. Célia s'avança vers lui. « Pourquoi me dites-vous cela? Parce que vous devez savoir, » dit-il en s'approchant. « Vous vous êtes vendue, Lady Célia. Mais cela ne signifie pas que vous devez vous perdre. » Elle le regardait, ne sachant que répondre. Il était si proche qu'elle sentait l'odeur de son éau de Cologne, âpre, avec des notes de santal. « Que voulez-vous de moi ?» demanda-t-elle à voix basse. Il se tut, la regarda longuement, puis il leva lentement la main et effleura sa joue, à peine, presque sans la toucher. « Je veux que vous soyez heureuse, murmura-t-il. Mais dans cette maison, c'est impossible. » Et il partit, la laissant seule, le cœur battant la chamade, avec un sentiment qu'elle ne pouvait, qu'elle n'osait pas nommer. La semaine s'écoula dans une routine étrange et pesante. Célia se réveillait tard. Une servante lui apportait son petit déjeuner dans ses appartements. Des œufs au bacon et aux tomates grillées au beurre, des brioches fraîches avec de la marmelade, du chocolat chaud ou du thé au lait, parfois du hareng fumé, que le marquis jugeait bon pour la santé. Célia mangeait sans appétit, regardant par la fenêtre le jardin gris où le vent chassait les feuilles mortes. Ensuite, elle s'habillait. Les robes se changeaient chaque jour. Aujourd'hui, une mousseline rose pâle à taille et empire, et manches courtes bouffantes. Demain, une soie crème à manches longues et décolleté profond. Après-demain, une batiste lavande brodée à l'ourlet. Toutes les robes étaient en deux styles empire, légères, aériennes, avec une ligne de taille juste sous la poitrine, soulignée d'un ruban de satin. Les jupes flottaient jusqu'au sol, formant de doux plis. La journée,
Elle errait dans la maison ou le jardin. Elle lisait dans la bibliothèque les romans qu'elle trouvait sur les étagères. Elle jouait du piano dans le petit salon, où personne ne l'entendait. Elle brodait près de la fenêtre, bien qu'elle détestât la broderie, tout pour combler le vide des heures. Le marquis n'apparaissait qu'au dîner. Il soupait en tête-à-tête dans la grande salle à manger, à une longue table où plusieurs mètres les séparaient. Il était assis en bout de table, elle à sa droite. Les plats se succédaient. Soupe de gibier aux herbes, poulet rôti à la sauce citronnée, agneau à la gelée de menthe, légumes au four, pudding aux raisins en dessert. Le marquis mangeait lentement, méthodiquement, arrosant le tout de Porto. Il posait parfois des questions. Comment avait-elle passé sa journée, ce qu'elle lisait, si elle avait besoin de quelque chose de Londres? Elle répondait par monosyllabes. Le soir, il se retirait dans son cabinet. Elle retournait dans ses appartements. Il n'entra jamais chez elle. Il ne la toucha jamais, hormis un baiser formel sur la main en guise d'adieu. Elle était sa femme sur le papier, mais pas dans la vie. Et pendant tout ce temps, elle sentait la présence d'Alexander. Elle ne le voyait pas souvent. Il vivait dans l'aile nord, que le marquis appelait Tuantamach. Parfois, elle l'apercevait dans le jardin lors de ses promenades. Il se tenait près du vieux chêne, où était assis sur un banc avec un livre. Parfois, elle entendait ses pas dans le couloir tard dans la nuit, quand la maison dormait. Un matin, en sortant de ses appartements, elle le croisa dans l'escalier. Il descendait, elle montait. Ils s'arrêtèrent, se regardant. « Bonjour, dit-elle doucement. « Bonjour, répondit-il en passant à côté d'elle, sans même s'attarder. Mais elle l'avait vu. Elle avait vu ses épaules se raidir, ses doigts se crisper sur la rampe. Sa respiration s'arrêtait un instant. Il ressentait la même chose qu'elle. Ce lien étrange, dangereux, qui se tendait entre eux comme un fil invisible. Le 8e jour après le mariage, Célia décida d'explorer la maison. Elle était lasse de ses appartements, de la bibliothèque, du salon. Ashton Hall était immense. 3 étages, d'innombrables couloirs, des pièces qui n'avaient pas été ouvertes depuis des années. Le majordome l'avait prévenu que certaines ailes étaient fermées, sans expliquer pourquoi. Cela ne fit qu'attiser sa curiosité. Elle enfila une robe de promenade en mousseline vert foncé, à taille empire, et manches longues froncées embouffantes aux épaules. Elle jeta sur ses épaules un châle de laine fine. Il faisait froid dans la maison, malgré les cheminées. Elle prit une bougie et se dirigea vers l'aile est. Ici, les couloirs étaient plus étroits, plus sombres. Les portraits aux murs étaient anciens, noircis par le temps. Les visages la regardaient avec sévérité, comme pour la juger. La poussière flottait dans l'air, dansant dans la faible lumière des hautes fenêtres. Célia avançait lentement, ouvrant une porte après l'autre. Des chambres à coucher inutilisées depuis longtemps, des cabinets aux bureaux vides, une garde-robe où pendaient de vieilles robes, décolorées, mangées par les mites. Puis elle ouvrit une porte, et son souffle se coupa. Une chambre d'enfant. La pièce était grande, lumineuse, les fenêtres donnant sur le sud. Un petit lit à baldaquin, une petite table et des chaises, des jouets sur les étagères. Un cheval à bascule près de la fenêtre. Tout était couvert de poussière, mais conservé comme si son occupant venait de partir. Au mur, le portrait d'une femme. Jeune à avec des cheveux sombres et des yeux tristes. Elle tenait un nourrisson dans ses bras. Célia s'approcha. Sous le portrait, une plaque. Lady Isabella Ashton, marquise d'Ashton, 1775-1814. La précédente marquise, l'épouse de Charles. Alex est morte dans cette chambre, retentit une voix dans son dos. Célia poussa un cri et se retourna. Alexander se tenait sur le seuil, les bras croisés. Il portait une redingote de laine bleu nuit, un gilet noir et une chemise blanche au col déboutonné. Ses cheveux étaient en désordre, comme s'il avait longtemps marché dans le vent. « Vous m'avez effrayé », souffla Célia, une main sur son cœur.
pardonnez-moi. Ce n'était pas mon intention. Il entra dans la pièce, regardant autour de lui. Vous ne devriez pas être ici. Pourquoi? Parce que le marquis a interdit d'ouvrir ses pièces. Il ne supporte pas les souvenirs. Célia regarda le portrait. Elle était son épouse? Oui, pendant 20 ans. Alexander s'approcha de la fenêtre, contemplant le jardin. Elle lui a donné 3 enfants. Tous sont morts en bas âge. Le dernier, ici, dans cette chambre. 1 mois plus tard, elle est morte aussi. De phtisie. Célia s'immobilisa. Je ne savais pas. Personne ne le sait. Le marquis n'en parle pas. Il a simplement fermé ses pièces et oublié. Ou essaie d'oublier. Et vous vous souvenez d'elle? Alexander se retourna. Une lueur de douleur traversa son regard. C'était ma tante. Bonne, douce. Elle aimait la musique, les fleurs. Les rires d'enfants. Cette maison l'a tuée. Il se tut, puis ajouta à voix basse. Comme elle vous tuera si vous la laissez faire. Célia s'avança vers lui. Que voulez-vous dire? Vous le voyez bien, dit-il en écartant les bras. Cette maison est une prison. Le marquis en harça le geôlier. Il ne vous aime pas, Lady Célia. Il vous a acheté, comme il achèterait un tableau ou une porcelaine, pour orner sa collection. Et quand il se lassera de vous, il vous oubliera, comme il a oublié Isabella. Alors pourquoi êtes-vous ici? S'enflamma-t-elle. Pourquoi ne partez-vous pas, si vous détestez tant cette maison? Parce que je n'ai pas le choix. Il fit un pas vers elle, la fureur perçant dans sa voix. Je suis l'héritier. Tout ci est ma malédiction. Je suis lié à ce lieu comme un navire à son ancre, et je ne m'en libérerai jamais, tant que le marquis sera en vie. Il se tenait ainsi près que Célia sentait sa respiration. La tension en Dieu était presque palpable. « Vous souhaitez sa mort ?» murmura-t-elle. « Non, » souffla Alexander. « Je souhaite la liberté. Mais ici, c'est la même chose. » Il se détourna, passant une main dans ses cheveux. « Partez d'ici, oubliez cette chambre, et tenez-vous loin de moi, Lady Célia, pour notre bien à tous les deux. » Il sortit, la laissant seule dans cette pièce où l'espoir était mort depuis longtemps. Célia ne pouvait oublier cette conversation. Les mots d'Alexander résonnaient sans cesse dans sa tête. Cette maison l'a tué, comme elle vous tuera. Elle tentait de les chasser, mais n'y parvenait pas, parce qu'elle savait qu'il avait raison. Au dîner, le marquis remarqua sa distraction. « Vous avez mauvaise mine, ma chère, » dit-il en coupant un morceau d'agneau. « Seriez-vous malade? » « Non, milord, simplement fatigué. »« Fatigué? De quoi? Vous ne faites rien. » Il eut un petit rire. Les femmes sont des créatures si fragiles. Une simple promenade suffit à les épuiser. Célia serra les dents, mais garda le silence. Elle avait appris à se taire, c'était plus sûr. « Demain, nous aurons des invités ?» poursuivit le marquis. « Lord et Lady Harrington, de vieux amis, ils resteront quelques jours. Vous devrez les recevoir dignement. Vous êtes la maîtresse de cette maison, après tout. » Maîtresse. Elle ne se sentait pas maîtresse. Elle se sentait prisonnière. « Bien sûr, milord. Parfait. Portez quelque chose de convenable. Peut-être cette robe dorée que je vous ai commandée de Londres. » Il la regarda d'un œil évaluateur. « Vous devez avoir l'air d'une marquise d'Ashton. De l'ornement de ma maison. Un ornement. Encore. » Célia hocha la tête et termina son dîner en silence. Puis elle monta dans ses appartements, où une servante l'aida à se déshabiller. Elle enfila une chemise de nuit en fine batiste blanche, avec de la dentelle au col et aux manches. Elle défit ses cheveux. Elle se coucha, mais le sommeil ne vint pas. Elle resta allongée, les yeux fixés sur le baldaquin, et pensa à Alexander, à ses paroles, à son regard, à la façon dont son cœur s'emballait quand il était près d'elle. C'était mal, dangereux
Il était le neveu de son mari, l'héritier, et elle, une femme mariée, la marquise d'Ashton. Mais le cœur n'écoute pas la raison. Minuit sonna. Célia se leva. Elle jeta un châle sur ses épaules et sortit de sa chambre. La maison dormait. Elle marchait pieds nus sur le sol froid, sans savoir où elle allait. Elle marchait simplement, parce qu'elle ne pouvait rester au lit. Et de nouveau, elle entendit la musique. La même mélodie. Triste, lancinante, un piano. Elle suivit le son, comme s'y envoûtée. La porte du salon était entr'ouverte. La lumière des bougies dessinait une fine bande sur le sol. Célia s'arrêta sur le seuil. Alexander était assis au piano, jouant. Il portait une chemise blanche, déboutonnée presque jusqu'à la poitrine. Ses cheveux tombaient sur son front. Ses doigts glissaient sur les touches avec une telle tendresse que le cœur de Célia se serra. Il s'arrêta, leva les yeux. « Vous êtes revenu. Je n'arrivais pas à dormir. » « Moi non plus, » dit-il en se levant et en se tournant vers elle. « Cela devient une habitude, dit Célia, une habitude dangereuse. » Elle entra dans la pièce, refermant la porte derrière elle. « Pourquoi jouez-vous la nuit ?»« Parce que je ne le peux pas le jour. Le marquis n'aime pas la musique. Il dit que cela lui rappelle Isabella. Il eut un sourire amer. Il m'a interdit de jouer. Mais la nuit, il n'entend pas. Quelle est-ce cette mélodie? Une vieille chanson. Ma mère l'a jouée quand j'étais enfant. Elle est morte quand j'avais 10 ans. Il se tut. Après sa mort, on m'a envoyé ici, chez mon oncle. J'ai détesté cette maison dès le premier jour. » Célia s'approcha. « Alors pourquoi restez-vous ? » ?»« Parce que je n'ai nulle part où aller. Je n'ai pas d'argent. Le marquis contrôle tout. Pas de maison, celle-ci ne sera mienne qu'après sa mort. Pas d'avenir, hormis celui qu'il décidera pour moi. » Il la regarda. « Je suis un prisonnier, tout comme vous. »« Nous sommes tous les deux prisonniers, » murmura-t-elle. « Oui. » Ils se tenaient à un pas l'un de l'autre. Les bougies vacillaient, projetant des ombres sur les murs. Au loin, une horloge égrenait les secondes. Célia sentait son cœur battre si fort qu'il devait sûrement l'entendre. « Vous n'auriez pas dû venir ici, » dit doucement Alexander. « Je sais. Vous êtes marié. Je sais. Si le marquis l'apprend, je sais, » fit-elle en s'approchant encore. « Mais cela m'est égal, parce qu'avec vous seul, je me sens vivante. Avec vous seul, je respire. Avec vous seul, » elle ne termina pas sa phrase, car il l'attira à lui et l'embrassa. Ce n'était pas le baiser que le marquis les lui avait donné devant l'autel. C'était un feu, une passion, un désespoir. Ses lèvres étaient chaudes, exigeantes. Ses mains enserrèrent sa taille, la pressant contre lui. Célia passa ses bras autour de son cou, répondant à son baiser avec la même fureur. Elle se noyait en lui, oubliant tout, le devoir, le mariage, l'honneur. Quand ils se séparèrent, ils étaient tous les deux à bout de souffle. « Mon Dieu !» souffla Alexander, son front contre le sien. « Qu'est-ce que nous faisons ?»« Je ne sais pas, » murmura Célia, « mais je ne veux pas m'arrêter. » Il s'écarta, prit son visage entre ses mains. « Nous ne pouvons pas. C'est de la folie. Si quelqu'un l'apprend, le marquis nous détruira tous les deux. Il peut me déshériter. Il peut que vous enfermer ici pour toujours. Il peut... » « Cela m'est égal, » dit-elle en l'embrassant de nouveau, brièvement, tendrement. « Je suis déjà enfermée, déjà morte. Mais avec vous, je veux vivre. » Il la regarda longuement, luttant contre lui-même. Puis il l'attira de nouveau à lui, l'embrassant avec une telle tendresse qu'elle sentit les larmes lui monter aux yeux. « Alors nous sommes perdus, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Tous les deux. »« Qu'importe, » répondit-elle. « Mieux vaut être perdu avec toi que sauvé sans toi. » Ils restèrent enlacés, à la lueur des bougies mourantes. Dehors, le vent secouait les arbres. La maison craquait et soupirait, gardant leur secret. Pour l'instant, les invités arrivèrent vers midi. Célia observa leur arrivée depuis la fenêtre de ses appartements.
essayant de calmer le tremblement de ses mains. Elle n'avait pas dormi de la nuit après ce baiser. Ses lèvres brûlaient encore. Son cœur battait de manière irrégulière. Elle touchait sans cesse sa bouche, comme pour s'assurer que ce n'était pas un rêve. Lord et Lady Harrington descendirent de voiture. Un couple âgé, lui en redingote sombre, elle en robe de voyage bordeaux. Leur fille les accompagnait, une jeune femme d'une vingtaine d'années, dans une tenue lilas à taille haute. Le marquis les accueillit sur le perron, s'inclinant avec courtoisie. Célia s'éloigna de la fenêtre, sentant la nausée la gagner. La servante l'aida à s'habiller. La robe de soie dorée que le marquis lui avait ordonné de porter. Ses cheveux furent arrangés en une coiffure haute, ornée d'un diadème de perles. Célia regarda son reflet et ne se reconnut pas. La marquise d'Ashton, un ornement. Quand elle descendit au salon, l'animation y régnait déjà. Les Harrington étaient installés près de la cheminée, le marquis leur servant du xérès. Leur fille, Charlotte, examinait les tableaux au mur. « Et voici ma femme », annonça le marquis lorsque Célia entra. Lady Célia Ashton. Tous se tournèrent. Lord Harrington s'inclina. Son épouse hocha la tête avec amabilité. Charlotte toisa Célia avec une curiosité non dénuée d'envie. « Quelle merveille !» dit Lady Harrington. « Charles, vous n'exagériez pas. Elle est exquise. » Célia sourit, mais à l'intérieur, tout se contracta. Elle s'assit à côté du marquis, acceptant un verre de limonade qu'on lui offrait. La conversation s'engagea lentement. La météo, l'état des routes, les dernières nouvelles de Londres. Célia répondait quand on s'adressait à elle, mais ses pensées étaient ailleurs. Où était Alexander? Avait-il vu les invités? Viendrait-il déjeuner? Comme en réponse à ses pensées, la porte s'ouvrit et il entra. Célia faillit laisser tomber son verre. Alexander portait une redingote noire, une chemise blanche, une cravate sombre. Ses cheveux étaient peignés en arrière, son visage impénétrable. Mais quand son regard croisa le sien un instant, elle lui vit la même chose qu'elle ressentait, le désespoir, la passion, la mélancolie. « Alexander, » dit froidement le marquis, « je suis ravi que tu aies daigné te joindre à nous. »« Lord Harrington, Lady Harrington, » dit Alexander en s'inclinant. « Miss Charlotte, ravi de vous voir. » Charlotte rougit, baissant les yeux. Célia sentit une pointe de jalousie, aiguë et inattendue. Elle serra les mains sur les accoudoirs de son fauteuil. « Assieds-toi, mon neveu, » dit le marquis en désignant une place libre. « Nous discutions justement de ton avenir. » Alexander se figea. « Mon avenir? Oui. Lord Harrington et moi discutons depuis longtemps de la possibilité d'unir nos familles. » Le marquis but une gorgée de xérès, savourant l'effet de ses paroles. « Miss Charlotte est un excellent parti. Éduquée, de bonne famille. Tu as l'âge de penser au mariage. » Un silence lourd, oppressant, s'installa. Célia ne pouvait plus respirer. Elle regardait Alexander, priant pour qu'il n'accepte pas. « Je suis flatté, » dit lentement Alexander, « mais je ne suis pas prêt pour le mariage. J'ai besoin de temps. » « Du temps ?» Le marquis fronça les sourcils. « Tu as eu assez de temps. Tu as 31 ans, Alexander. Il est temps de te ranger. Avec tout le respect que je vous dois, mon oncle, c'est ma vie. » « Ta vie ?» La voix du marquis se durcit. « Tout ce que tu as vient de moi, la maison où tu vis, l'argent que tu dépenses, même le nom que tu portes. Tu es mon héritier, et c'est moi qui décide de ce qui est le mieux pour toi. » Alexander se leva, les poings serrés. « Vous ne pouvez pas me forcer à me marier. »« Je ne peux pas, » ricana le marquis. « Je peux te déshériter. Je peux te chasser de cette maison. Je peux faire en sorte que tu ne touches pas un sou. Et nous verrons alors à quel point tu es indépendant. » Célia ne put se retenir. « Milord, » dit-elle doucement, et tous se tournèrent vers elle. « Peut-être ne devrions-nous pas discuter de cela maintenant? Nos invités sont fatigués de leur voyage. » Le marquis la regarda avec surprise, puis hocha la tête. « Tu as raison, ma chère. Pardonnez-nous, mes amis. Affaire de famille. » Il se leva. « Allons dans la salle à manger. Le déjeuner nous attend. »
Ils passèrent dans la salle à manger, mais l'atmosphère resta tendue. Alexander s'assit en face de Célia, et pendant tout le repas, elle sentit son regard sur elle. Ils ne se parlaient pas, mais un lien invisible s'étendait entre eux, douloureux, désespéré. Charlotte tenta d'engager la conversation avec Alexander, mais il répondait par monosyllabes. Le marquis discutait politique avec Lord Harrington. Lady Harrington interrogeait Célia sur sa vie à Ashton Hall. « Êtes-vous heureuse ici, ma chère ?» demanda-t-elle avec sollicitude. Célia se força à sourire. « Bien sûr, Lord Charles est très bon pour moi. »« Bon, » dit Lady Harrington en secouant la tête. « Mais le bonheur, ce n'est pas la bonté, n'est-ce pas ?» Célia ne répondit pas. Elle sentit le regard d'Alexander sur elle et leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Et à cet instant, le monde entier disparut. Il n'y avait que deux. Et ce sentiment insupportable entre eux, après le déjeuner, les invités se retirèrent pour se reposer. Le marquis partit dans son cabinet. Célia resta seule dans le salon, ne sachant que faire. Elle s'approcha de la fenêtre, regardant le jardin où le vent chassait les premières neiges. « Vous n'auriez pas dû intervenir », retentit une voix dans son dos. Elle se retourna. Alexander se tenait sur le seuil, les mains dans les poches, le visage tourmenté, les yeux brûlants. « Je ne pouvais pas l'écouter vous parler ainsi. Ce ne sont pas vos affaires. » Il entra, fermant la porte. « Vous êtes sa femme. Vous devriez être de son côté. »« Je ne suis pas de son côté, » dit Célia en s'avançant vers lui. « Je ne peux pas. Pas après. » Elle se tut, mais il avait compris. Il comprenait toujours. « C'était une erreur, » dit doucement Alexander. « Ce baiser. Nous n'aurions pas dû... » « Ne dis pas ça, dit-elle, en lui saisissant la main. « Ne dis pas que c'était une erreur, parce que c'est la seule chose qui ait un sens dans cette maison. » Il la regarda longuement, luttant contre lui-même. Puis il l'attira à lui, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Nous sommes perdus, Célia. S'il la prend, il nous détruira. Alors nous devons être prudents. » Prudent? Il s'écarta, la regardant. « Comment être prudent quand je ne peux pas respirer sans toi? Quand chaque nuit, je suis allongé et je pense à toi, quand je te vois avec lui et que je deviens fou. » Des larmes perlèrent à ses yeux. « Moi aussi, je deviens folle. » Il l'embrassa désespérément, avidement, comme s'il craignait que ce soit la dernière fois. Elle répondit avec la même passion, l'enlaçant, sentant son cœur battre contre sa poitrine. « Nous trouverons un moyen, » murmura-t-elle contre ses lèvres. « Nous devons trouver un moyen d'être ensemble. » « Il n'y a pas de moyen ici, dit-il, son front contre le sien. Tant que le marquis sera en vie, nous serons prisonniers. Alors fuyons. Ou, je n'ai pas d'argent. Tu n'as pas de famille. Nous serons des parias. La société nous mettra en pièces. Cela m'est égal, dit-elle, en l'embrassant de nouveau. Mieux vaut être une paria avec toi qu'une marquise sans toi. La porte s'ouvrit brusquement. Ils s'écartèrent l'un de l'autre, à bout de souffle. Sur le seuil se tenait Charlotte. Son visage était pâle, ses yeux grands ouverts. « Pardonnez-moi, balbutia-t-elle. Je ne pensais pas. Je cherchais juste un livre. » Célia et Alexander la regardaient, paralysés par la peur. Charlotte resta là, son regard allant de l'un à l'autre. Puis elle recula lentement. « Je n'ai rien vu, » dit-elle doucement. « Rien du tout. » Elle tourna les talons et partit, refermant la porte derrière elle. Le silence était assourdissant. « Mon Dieu !» souffla Alexander. « Elle a vu. »« Peut-être qu'elle ne dira rien, » dit Célia, tremblant de tout son corps. « Je parlerai. » Il passa une main sur son visage. « Bien sûr qu'elle parlera. Les femmes parlent toujours. Pas toutes les femmes. Elle est blessée. Je l'ai rejetée. Elle voudra se venger. » Il regarda Célia. « C'en est fini de nous. » Toute la soirée, Célia fut en proie à la peur. Au dîner, elle toucha à peine à sa nourriture, surveillant Charlotte. Mais celle-ci était calme, et même joyeuse. Elle bavardait avec ses parents, riait des plaisanteries du marquis.
comme si de rien n'était. Peut-être qu'elle ne dirait vraiment rien. Mais, la nuit, alors que Célia se préparait à se coucher, on frappa à sa porte. Elle enfila une robe de chambre et ouvrit. Sur le seuil se tenait Charlotte. « Puis-je entrer » demanda-t-elle doucement. Célia hocha la tête, la laissant passer. Charlotte entra dans la chambre, regardant autour d'elle. Puis elle se tourna vers Célia. « Je ne dirai rien, dit-elle, à propos de votre secret. » Célia laissa échapper un soupir de soulagement. « Je vous remercie. Mais à une condition. » Célia se figea. « Laquelle ?» Charlotte s'approcha et une lueur d'acier brilla dans ses yeux. « Vous m'aiderez à épouser Monsieur Alexander. »« Quoi ?» ?»« Vous avez entendu. Je veux devenir sa femme. Et vous m'y aiderez. Vous le convaincrez. Vous convaincrez le marquis. Vous ferez tout ce qu'il faut. » Elle croisa les bras sur sa poitrine. « Sinon, je raconterai à votre mari ce que j'ai vu. Et vous pouvez imaginer ce qui se passera ensuite. » Célia la regardait, n'en croyant pas ses oreilles. C'était du chantage, pur et simple. « Vous ne pouvez pas exiger cela. Je le peux et je l'exige. » Charlotte se dirigea vers la porte. « Vous avez une semaine. Si d'ici là, Alexander ne m'a pas fait sa demande, je dirai tout. Bonne nuit, Lady Célia. » Elle sortit, laissant Célia debout au milieu de la pièce, avec la sensation que le sol se dérobait sous ses pieds. Que dirait-elle à Alexander? Comment sortirait-il de ce piège? Et surtout, comment pourrait-elle aider Charlotte à l'épouser, alors que chaque cellule de son corps criait qu'il lui appartenait? Célia s'assit sur le bord du lit, le visage entre les mains. Les larmes lui brûlaient dans les yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Pleurer ne résoudrait rien. Il fallait réfléchir. Il fallait trouver une issue. Mais ce soir-là, dans cette nuit froide, dans cette immense et sombre maison, elle se sentait plus impuissante que jamais. Dehors, le vent hurlait, chassant les flocons de neige. La maison craquait et soupirait. Au loin, une horloge égrenait les secondes, comptant le temps jusqu'à la catastrophe inévitable. Le matin accueillit Célia d'une lumière grise qui filtrait à travers les lourds rideaux. Elle n'avait pas dormi de la nuit, ressassant les paroles de Charlotte. Le chantage. Une semaine. Alexander devait faire sa demande, ou tout s'effondrerait. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre. Le jardin en contrebas était couvert d'une fine couche de neige, tel un linceul. Les arbres se dressaient comme des squelettes noirs sur la blancheur, froids, sans vie, comme tout dans cette maudite maison. La servante apporta le petit déjeuner, mais Célia refusa. Son estomac se nouait à la seule pensée de manger. Elle s'habilla machinalement. Une simple robe du matin en mousseline grise, un châle sur les épaules. Ses cheveux furent rassemblés en un simple chignon. Aucun bijou. Elle ne se sentait pas marquise. Elle se sentait comme une prisonnière attendant son exécution. Il fallait trouver Alexander, lui parler, le prévenir. Mais comment? Le marquis surveillait chacun de ses pas. Les Harrington étaient partout. Dans la salle à manger, au salon, dans le jardin. Et Charlotte, elle était toujours là, avec ce doux sourire et ce regard d'acier. Célia descendit pour le petit déjeuner. Dans la salle à manger, tout le monde était déjà réuni. Le marquis en bout de table, les Harrington de chaque côté, Charlotte en face. Alexander n'était pas là. « Bonjour, ma chère », dit le marquis en se levant pour la saluer. « Vous êtes pâle. Vous ne vous sentez pas bien ?»« J'ai simplement mal dormi, milord, » dit Célia en s'asseyant. « Faut-il appeler un médecin ?» s'inquiéta Lady Harrington. « Non, merci, je vais bien. » Charlotte la regardait avec un sourire à peine perceptible. Célia se détourna, serrant les mains sous la table. « Où est-ce monsieur Alexander ?» demanda Lord Harrington en coupant du jambon. « Il est parti à Londres, » répondit sèchement le marquis. « Pour affaires. » Célia se figea. « Parti? Quand? Pourquoi ne l'avait-il pas prévenu? Quand reviendra-t-il? Lui échappa-t-il avant qu'elle ne puisse se retenir? Le marquis la regarda avec surprise. « Dans quelques jours. »
Pourquoi? Pour rien. Je m'informais, simplement. Il continua de manger, mais Célia vit son front se plisser. Elle avait été trop impatiente, trop intéressée. Il fallait être plus prudente. Le petit déjeuner s'éternisa. Célia toucha à peine à son toast, l'avalant avec du thé. Quand tout le monde se dispersa enfin, elle se glissa dans le jardin. Le froid lui mordait le visage, mais cela lui était égal. Elle marchait vite, sans regarder où elle allait, jusqu'à se retrouver près du vieux chêne où elle avait vu Alexander pour la première fois. « Vas-tu continuer à me fuir ainsi ?» retentit une voix dans son dos. Elle se retourna. Charlotte se tenait à quelques pas, enveloppée dans une pèlerine de fourrure. Les joues roses de froid, les yeux brillants. « Je ne fuis pas. »« Si tu fuis. » Charlotte s'approcha. « Mais ça ne servira à rien. Tu as une semaine, Lady Célia. L'horloge tourne. Il est parti à Londres. Je ne peux rien faire. Tu le feras à son retour. » Charlotte croisa les bras. « Tu le convaincras. Ou le marquis saura tout. Imagines-tu ce qu'il fera? À toi, à lui, à tout le monde. » Célia fit un pas vers elle, la fureur montant en elle. « Pourquoi fais-tu cela? Tu ne l'aimes pas. L'amour. » Charlotte se mit à rire. Qui se soucie de l'amour? Il est l'héritier du marquis, il sera riche, influent, et je serai sa femme. La marquise d'Ashton. Elle pencha la tête. Comme toi, sauf que moi je serai heureuse, parce que je posséderai ce que je désire. On ne possède pas les gens. Charlotte se tourna vers la maison. Toujours. Quand je veux quelque chose, je l'obtiens, et tu vas m'y aider. Sinon, tu perdras tout. Elle partit, laissant Célia seule dans la neige, avec un sentiment d'impuissance totale. 3 jours s'écoulèrent dans une attente angoissante. Alexander ne revenait pas. Célia errait dans la maison comme une ombre, parlant sa peine, mangeant sa peine. Le marquis s'inquiéta et insista pour qu'elle se repose davantage. Les Harrington partirent. Ils avaient des affaires à Londres. Mais Charlotte resta. « À la demande du marquis, dit-il, pour te tenir compagnie. » Compagnie, un supplice, voilà ce que c'était. Charlotte l'accompagnait partout, lors des promenades dans le jardin, à la bibliothèque, pendant qu'elle brodait près du feu. Elle bavardait sans cesse de mode, de bal, de Londres, de la merveilleuse épouse qu'elle serait pour M. Alexander. Célia écoutait en serrant les dents et se taisait. Le 4e jour, Alexander revint. Célia entendit la voiture s'approcher de la maison et se précipita à la fenêtre. Il descendait de la voiture, fatigué, vêtu d'un manteau de voyage, avec une petite valise. Ses cheveux étaient en désordre, son visage mal rasé. Il leva la tête et leurs regards se croisèrent. Le temps s'arrêta. Célia posa une main sur la vitre et il le vit. Il s'immobilisa. Puis il hocha la tête, à peine perceptiblement, et entra dans la maison. Elle devait lui parler. Maintenant. Immédiatement. Mais comment? Charlotte surveillait chacun de ses mouvements. Le soir lui offrit une opportunité. Au dîner, le marquis annonça qu'il se rendrait chez un voisin le lendemain matin pour affaires et ne reviendrait que le soir. Charlotte s'agita. Elle voulait l'accompagner, voir le domaine voisin. Le marquis accepta. « Et vous, ma chère ?» s'adressa-t-il à Célia. « Je resterai. J'ai mal à la tête. Je vais me reposer. » Il hocha la tête, sans insister. Alexander resta silencieux tout le dîner, ne jetant que de rares regards à Célia. La tension entre eux était presque palpable. La nuit fut interminable. Célia resta éveillée, attendant l'aube. Quand les premiers rayons percèrent à travers la fenêtre, elle se leva. Elle enfila une simple robe d'intérieur, jeta un châle sur ses épaules. Elle descendit. La maison était vide. Le marquis et Charlotte étaient déjà partis. Les servantes s'affairaient dans les ailes éloignées. Célia se dirigea vers l'aile nord. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que toute la maison pouvait l'entendre. Elle savait où se trouvaient les appartements d'Alexander.
Une servante l'avait mentionné un jour. Un long couloir, la dernière porte à droite. Elle frappa, doucement, une seule fois. La porte s'ouvrit. Alexander se tenait sur le seuil, en chemise déboutonnée, les cheveux en désordre. Il venait manifestement de se réveiller. En la voyant, il se figea. « Célia, j'ai besoin de te parler. » Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis s'écarta en silence, la laissant entrer. La chambre était simple. Un lit, une table, des étagères de livres, une cheminée. Aucun luxe. Il referma la porte, se tourna vers elle. Que se passe-t-il? Et elle lui raconta tout. Comment Charlotte les avait vus. Le chantage. La semaine. Le fait qu'Alexander devait lui faire sa demande. Où le marquis apprendrait tout. Il écouta sans l'interrompre. Son visage se durcissait à chaque mot. Quand elle eut fini, il arpenta la pièce, passant une main dans ses cheveux. « Mon Dieu, souffla-t-il. Je le savais. Je savais que ça arriverait. Qu'allons-nous faire? Murmura Célia. Je ne sais pas. Il se tourna vers elle. Si je la refuse, elle dira tout. Si j'accepte, je serai lié à elle pour toujours. Et toi, tu resteras avec le marquis. Je ne peux plus être avec lui, dit-elle, la voix tremblante. Chaque fois qu'il me regarde, chaque fois qu'il touche ma main, je pense à toi. Et je meurs à l'intérieur. Alexander s'avança, prit son visage entre ses mains. Moi aussi, chaque nuit, je suis allongé et je pense à toi. Au fait que tu dors dans sa maison, que tu portes son nom, au fait que je t'ai perdu, sans même t'avoir jamais eu. Alors fuyons, dit-elle en lui saisissant les mains. Tout de suite. Pendant qu'ils ne sont pas là. Partons à Londres, en Écosse, n'importe où, mais ne reste pas ici. Et de quoi vivrons-nous? Je n'ai pas d'argent. Tout ce que j'ai, c'est l'héritage que je ne toucherai qu'à la mort du marquis. Si nous fuyons, il me privera de tout. Nous n'aurons plus rien. Cela m'est égal. Mais pas à moi, dit-il en s'écartant. Je ne peux pas te condamner à la misère, au déshonneur. La société nous mettra en pièces. Tu deviendras une paria, ton nom sera traîné dans la boue. Et je ne peux pas le permettre. Des larmes coulaient sur ses joues. Alors quoi? Tu vas l'épouser? Tu vas vivre avec elle, en sachant que tu m'aimes, mon Sorsem? Il resta silencieux, longtemps. Puis il hocha lentement la tête. Si c'est le seul moyen de te protéger, oui, je l'épouserai. Non, cria-t-elle en le frappant à la poitrine. Tu ne peux pas. Je ne le permettrai pas. Nous n'avons pas le choix, dit-il en l'enlaçant, la serrant contre lui. Pardonne-moi. Mon Dieu, pardonne-moi. Elle sanglotait contre sa poitrine, s'agrippant à sa chemise. Il lui caressait les cheveux, l'embrassait sur le sommet du crâne, retenant lui-même ses larmes. Avec peine. Alors au moins, donne-moi ça, murmura-t-elle en relevant la tête. Au moins maintenant, avant que nous nous perdions pour toujours. Leurs lèvres se rencontrèrent, désespérées, avides. Il l'embrassait comme si c'était la dernière fois. Ses mains glissaient sur son dos, sa taille, l'attirant plus près. Elle répondit avec la même passion, oubliant tout, le devoir, l'honneur, les conséquences. Il la souleva dans ses bras, la porta jusqu'au lit. Il la déposa sur la couverture, sans détacher ses lèvres des siennes. Ses doigts défirent les boutons de sa robe. Le châle tomba au sol. Elle tirait sur sa chemise, sentant la chaleur de sa peau sous ses paumes. « Célia, souffla-t-il d'une voix rauque, si maintenant, il n'y aura pas de retour en arrière. »« Je sais, » murmura-t-elle, « et cela m'est égal. Je veux être à toi, au moins une fois, au moins maintenant. » Elle s'abandonna à sa lui entièrement, oubliant qu'elle était une femme mariée, que c'était un péché, qu'ils étaient condamnés. Il n'y avait que deux, et cet instant que personne ne pourrait leur enlever. Ensuite, ils restèrent allongés en silence, enlacés,
écoutant le tic-tac de l'horloge. Alexander lui caressait les cheveux, embrassait son épaule, et elle sentit une larme glisser sur sa joue. « Je ne t'oublierai jamais, » murmura-t-il. « Même si je l'épouse, même si je vis 100 ans, tu resteras ici. » Il posa la main de Célia sur son cœur. « Pour toujours. Et toi dans le mien, » dit-elle en l'embrassant, « toujours. » Ils restèrent ainsi jusqu'à midi. Puis Célia se leva, s'habilla. Elle arrangea ses cheveux. Alexander la regardait, sans détacher son regard. « Et maintenant ?» demanda-t-il doucement. « Maintenant nous vivons, » répondit-elle. « Comme nous le pouvons, tant que nous le pouvons, et nous attendons que le destin n'ait pitié de nous. » Elle sortit de sa chambre, refermant la porte derrière elle. Le couloir était vide. La maison dormait. Personne n'avait vu. Personne ne savait. Mais elle savait. Et c'était suffisant. Pour survivre. Pour respirer. Pour ne pas devenir folle dans cette cage dorée. Le marquis et Charlotte revinrent le soir. Au dîner, Charlotte était animée, racontant sa visite du domaine voisin, ses jardins, ses propriétaires. Alexander resta silencieux, hochant la tête de temps en temps. Célia mangea machinalement, sans lever les yeux. « Monsieur Alexander ?» s'adressa soudain à lui Charlotte. « Puis-je vous parler après le dîner ?»« En privé. J'ai une question à vous poser. » Alexander leva les yeux. Son regard croisa celui de Célia. Elle hocha la tête, à peine perceptiblement. « Bien sûr, Miss Charlotte. » Après le dîner, ils se retirèrent dans le petit salon. Célia attendit dans ses appartements, arpentant la pièce. 1 heure, 2. Finalement, une servante apporta un billet. Célia le déplia, les mains tremblantes. Code 34,5. Le billet lui glissa des mains. Célia s'assit sur le bord du lit, le regard vide. C'est assez fini. Il était perdu pour elle, pour toujours. Mais quelque part au fond d'elle, une minuscule étincelle d'espoir subsistait. Parce qu'ils avaient eu ce matin. Ces quelques heures où ils avaient été ensemble. Et personne ne pourrait leur enlever ça. Personne. Dehors, la neige tombait, recouvrant le jardin d'un manteau blanc. La maison craquait et soupirait. L'horloge égrenait les secondes, comptant le temps jusqu'à une nouvelle catastrophe. Car ce n'était pas encore la fin, ce n'était que le début. 3 semaines s'écoulèrent dans un silence étrange et étouffant. Alexander gardait ses distances avec Célia. Ils ne se croisaient qu'au dîner, et il levait à peine les yeux sur elle. Charlotte rayonnait, parlant des plans de mariage, de la dot, de la façon dont elle allait réaménager l'aile nord à son goût. Le marquis était satisfait. Il organisait des dîners, présentait sa future belle-fille aux voisins, l'exhibant comme une nouvelle acquisition. Célia survivait. Simplement. Elle se levait, s'habillait, souriait quand il le fallait, disait ce qu'on attendait d'elle. La nuit, elle restait éveillée, fixant l'obscurité, se remémorant ce matin dans sa chambre, la seule chose qu'ils avaient eue. Elle ne regrettait pas ce qui s'était passé, même lorsque, 1 semaine plus tard, elle comprit que son corps avait changé. Nausée matinale, vertige, un retard. La servante n'avait rien remarqué, mais Célia savait. Elle l'avait su dès le premier jour. Elle portait l'enfant d'Alexander. L'horreur se mêlait à une joie silencieuse et désespérée. Une partie de lui, une partie de deux. La seule chose que le marquis ne pourrait pas lui prendre. Mais que dirait-elle à son mari? Il finirait par le savoir, le moment venu. Il saurait que ce n'était pas son enfant. Il ne l'avait jamais touché en tant qu'épouse. Que se passerait-il alors? Célia était assise près de la fenêtre de ses appartements, une main sur son ventre. Dehors, c'était un soir de février, froid et sombre. La neige tombait à gros flocons, recouvrant le jardin. Dans 1 semaine devaient avoir lieu les fiançailles d'Alexander et Charlotte. Officielles, avec des invités, du champagne, des annonces dans les journaux. Et dans 3 mois, le mariage. Un coup à la porte la fit sursauter. Entrez, la porte s'ouvrit.
Le marquis se tenait sur le seuil, en robe de chambre, sa canne à la main, le visage pâle, les traits tirés. Il avait beaucoup vieilli ces dernières semaines. La maladie gagnait du terrain. « Puis-je entrer, ma chère ?»« Bien sûr, milord. » Il entra dans la pièce, s'assit dans un fauteuil près de la cheminée. Il resta longtemps silencieux, regardant le feu. « Je suis en train de mourir, Célia, » dit-il enfin. « Le médecin m'a donné 1 mois, peut-être 2. » Elle se figea, ne sachant que dire. « Milord, inutile, » dit-il en levant la main. « Je sais que tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé. Je t'ai acheté, comme on achète un bel objet, pour l'admirer, pour le montrer aux invités. » Il eut un sourire amer. « Un vieil imbécile, n'est-ce pas? Vous avez été bon pour moi, » dit doucement Célia. « Bon ?» Il secoua la tête. « J'ai été égoïste. Je voulais retrouver ma jeunesse, me sentir vivant. Au lieu de ça, je t'ai enfermé dans cette tombe de pierre, exactement comme je l'ai faite autrefois avec Isabella. » Il se tut, et dans le silence, on n'entendait que le crépitement des bûches dans la cheminée. « Je sais pour toi et Alexander, » ajouta-t-il doucement. Le sang se glaça dans ses veines. « Quoi? Ne fais pas semblant, » dit-il en la regardant. « J'ai vu comment tu le regardes. Comment il te regarde. Je suis vieux, Célia, mais pas aveugle, ni stupide. » Elle ne pouvait plus respirer. C'était la fin. Il allait la chasser, la priver de tout, détruire Alexander. « Milord, je ne ferai rien, » l'interrompit-il, « parce que je suis trop fatigué, et parce que... » Il hésita. « Parce que je comprends. J'ai aimé, moi aussi, autrefois. Isabella, si fort que ça m'effrayait. Mais je n'ai pas su la rendre heureuse. Je n'ai pas su lui donner ce dont elle avait besoin. Et elle est morte, lentement, douloureusement, de chagrin, du froid de cette maison. » Les larmes montèrent aux yeux de Célia. « Je suis tellement désolé. Ne sois pas désolé. » Il se leva, s'appuyant sur sa canne. « J'ai eu ce que je méritais, la solitude, le vide, et maintenant, la mort. » Et il se dirigea vers la porte, se retourna. « Quand je ne serai plus là, tout reviendra à Alexander. La maison, les terres, l'argent, le titre. Il deviendra le marquis d'Ashton. Et toi, tu seras libre. Mais il va épouser Charlotte. » Le marquis sourit. « Non, il ne l'épousera pas. Que voulez-vous dire? J'ai annulé les fiançailles, ce matin. J'ai dit à Lord Harrington que j'avais changé d'avis, que mon neveu n'était pas prêt pour le mariage, qu'il valait mieux attendre. » Célia le regardait, incrédule. « Mais pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il répète mes erreurs. Je ne veux pas qu'il se marie sans amour et souffre toute sa vie. » Il ouvrit la porte. « Et parce que tu es enceinte. Je vois les signes. Isabella avait le même air quand elle portait dans nos enfants. » Elle ne put prononcer un mot. « C'est son enfant, n'est-ce pas? » demanda doucement le marquis. Célia hocha la tête en silence. Il la regarda longuement. Puis il hocha lentement la tête. « Alors vous avez un avenir. Moi, je n'en ai pas. Mais vous, si. » Il sortit, refermant la porte derrière lui. « Vivez, Célia, et soyez heureuse. Il faut bien que quelqu'un soit heureux dans cette maudite maison. » La porte se referma. Célia resta seule. Des larmes coulaient sur ses joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin. C'étaient des larmes de soulagement, d'espoir. Le marquis Charles Ashton mourut 6 semaines plus tard, paisiblement, dans son sommeil, dans ses appartements. Célia était à ses côtés. Elle lui lisait un livre à Yazar à haute voix, quand il ferma les yeux pour ne plus les rouvrir. Le médecin constata le décès. Les servantes pleurèrent. Le majordome commença les préparatifs des funérailles. Alexander arriva de Londres 2 jours plus tard. Il entra dans la maison, silencieux, les traits tirés, vêtu d'une redingote de deuil noir. Son regard croisa celui de Célia dans le hall. Ils ne s'étreignirent non pas. Ne dirent pas un mot. Ils se regardèrent simplement, et dans ce regard, il y avait tout. La douleur, l'amour, l'espoir. Les funérailles leur eurent lieu dans la chapelle familiale. Peu de monde,
des voisins, des parents éloignés, les domestiques. Le vicaire lisait les prières. Le cercueil fut descendu dans le caveau familial, à côté d'Isabella et de leurs enfants morts. Alexander se tenait immobile près de la tombe, le visage de pierre. Célia était à ses côtés, dans une robe noire à taille haute qui dissimulait son ventre déjà bien arrondi. Après les funérailles, les invités se dispersèrent. La maison se vida. Alexander et Célia restèrent seuls. Pour la première fois vraiment seuls depuis tous ces mois, ils se retrouvèrent dans la bibliothèque. Le soir tombait sur le domaine. Le ciel s'assombrissait. La cheminée brûlait, projetant des ombres sur les murs. Alexander se tenait près de la fenêtre, regardant le jardin. « Il savait, » dit doucement d'Alexander, avant de mourir. « Il m'a fait appeler et m'a dit qu'il savait pour nous, qu'il pardonnait, qu'il voulait que nous soyons heureux. » Célia s'approcha, lui prit la main. Il était bon. À la fin, il était seul, toute sa vie. Alexander se tourna vers elle. « Je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas vivre dans une maison vide avec un cœur vide. Je veux... » Il se tut, la regardant. « Je te veux. Je veux être avec toi, pour toujours. Et je veux être avec toi. Mais nous ne pouvons pas. Tu dois encore porter le deuil pendant 1 an. Pendant 1 an, tu étais la veuve du marquis. La société ne nous pardonnera pas si nous... » « Peu m'importe ce que dira la société, dit-elle en posant la main d'Alexander sur son ventre. Tu sens? C'est ton enfant, notre enfant. Il naîtra dans 4 mois. Et je veux qu'il ait un père, un vrai père. » Alexander se figea. Il regarda son ventre, puis son visage. « Tu es enceinte? » « Oui, depuis ce matin-là, quand nous étions ensemble. » Il tomba à genoux devant elle, l'enlaça par la taille, pressant son front contre son ventre. Ses épaules tremblaient. Célia lui caressait les cheveux, pleurant elle aussi. « Mon Dieu, » souffla-t-il, la voix brisée. « Je vais être père. Oui, le meilleur père du monde. » Il se releva, prit son visage entre ses mains, l'embrassa, tendrement, longuement, comme pour la première fois. « Partons d'ici, » murmura-t-il. « Loin de cette maison, en Italie, en France, n'importe où, commençons une nouvelle vie. Loin des commérages, du jugement. Juste toi, moi et notre enfant. »« Oui, » dit-elle en se blottissant contre lui. « Oui, n'importe où, tant que c'est avec toi. » Ils restèrent un temps lassés, à la lueur de la cheminée. Dehors, la pluie commençait à tomber, une pluie de printemps, chaude, lavant la dernière neige. La maison soupirait et craquait, mais ce n'était plus un gémissement, c'était un adieu. 1 mois plus tard, ils partirent. Célia, Alexander et quelques serviteurs qui leur étaient dévoués. Ashton Hall resta derrière eux, sombre, majestueux, vide. Un intendant devait veiller sur le domaine. Peut-être y reviendrait-il un jour, quand les blessures seraient guéries, quand le passé cesserait de les hanter. Ils s'installèrent dans une petite villa sur la côte italienne, non loin de Florence. Une maison blanche aux tuiles en terre cuite, entourée d'oliveraies et de vignobles. Chaleureuse, ensoleillée, calme, si différente du froid Ashton Hall. En juin, Célia donna naissance à une fille. Petite, avec des cheveux sombres et des yeux gris, semblables à ceux de son père. Ils la nommèrent Isabella, en mémoire de celle qui, elle aussi, avait cherché le bonheur sans le trouver. Mais cette Isabella serait heureuse. Ils s'en firent tous les deux le serment. Alexander se révéla un père tendre et un mari aimant. Il passait ses journées avec Célia et sa fille, se promenant sur les collines, se baignant dans la mer, lisant sous les oliviers. Le soir, il jouait du piano, et Célia chantait en berçant le bébé. Ils vivaient simplement, sans le luxe d'Ashton Hall, mais ils étaient heureux, vraiment heureux. 1 an plus tard, ils se marièrent dans une petite chapelle sur la colline. Pas d'invités, pas de faste, juste eux deux, un prêtre et des témoins du village. Célia portait une simple robe blanche, avec une couronne de fleurs des champs dans les cheveux.
Alexander, une redingote claire, sans cravate. Ils échangèrent donc leurs vœux au chant des oiseaux, au bruissement des branches d'olivier, sous le chaud soleil italien. « Je t'aime », murmura-t-il en l'embrassant. « Je t'ai toujours aimé, dès le premier regard. »« Et moi aussi je t'aime », répondit-elle. « Pour toujours. » Isabella riait dans leurs bras, tendant ses petites mains potelées vers son père. Célia les regardait tous les deux, son mari et sa fille, et sentait son cœur déborder. Elle avait traversé la douleur, l'humiliation, le désespoir. Mais à la fin, elle avait trouvé ce qu'elle cherchait, l'amour. Un amour vrai, vivant, brûlant. 5 ans passèrent. Célia se tenait sur la terrasse de la villa, regardant le coucher du soleil. Le soleil descendait derrière les collines, peignant le ciel de teintes roses et dorées. En bas, dans le jardin, les enfants jouaient. Isabella, maintenant une fillette de 6 ans aux longues tresses sombres, et son petit frère Thomas, un garnement de 3 ans aux yeux gris de son père. Alexander s'amusait avec eux, lançant son fils en l'air. Les rires d'enfants résonnaient dans l'air tiède du soir. Célia posa une main sur son ventre arrondi. Un 3e enfant. Une fille, avait dit le médecin. Elle naîtrait à l'automne. « À quoi penses-tu » retentit une voix dans son dos. Elle se retourna. Alexander était monté sur la terrasse, l'enlaça par derrière, posant ses mains sur son ventre. « À tout le chemin que nous avons parcouru, dit-elle doucement. Tu te souviens de cette maison, de cette vie ? Je m'en souviens, mais c'était il y a longtemps, dans une autre vie. Regrettes-tu d'avoir tout quitté ? Le titre, la richesse, le nom. Il la tourna vers lui, la regarda dans les yeux. Pas une seule minute. Je t'ai. Nos enfants, cette maison, c'est plus que tous les titres du monde. Elle l'embrassa, et dans ce baiser, il y avait tout. La gratitude, l'amour, le bonheur. Le soleil disparut derrière l'horizon. Les premières étoiles s'allumèrent dans le ciel. Quelque part au loin, dans la froide Angleterre, se dressait Ashton Hall, vide, sombre, gardien du passé. Mais ici, sous le chaud ciel italien, il y avait la vie, il y avait l'amour, il y avait l'avenir.